On va essayer de défendre les corticoïdes pour un petit peu relever le défi. Alors, effectivement, sur pas mal d'arguments avancés, je suis d'accord, sauf que, surtout pour ce qui est avancé dans les études, et c'est un petit peu, je reviens rapidement sur un petit peu ma pratique personnelle sur des dernières années. J'ai commencé à faire de traiter les œdèmes maculaires diffus par des anti-VEGF, et à ma surprise, j'avais un problème, c'est que mes malades n'étaient pas répondeurs. Alors je me suis posé la question, j'ai commencé à traiter œil par œil, et c'est au fil des années, je me suis rendu compte un petit peu de ce que je vais vous présenter. Alors certes que le traitement pour moi, le traitement réel et efficace, c'est bien sûr le laser dans son indication, dans les œdèmes maculaires localisés focaux. Par contre, si on parle d'œdème maculaire diffus, ça suppose que bien sûr le traitement peut être soit des anti-VEGF, soit des corticoïdes, mais je ne pense pas qu'il y a une réponse ferme de dire on va sortir de traiter tous les œdèmes maculaires par des anti-VEGF. Je pense que c'est faux et on ne peut pas traiter tous les œdèmes maculaires diffus par des corticoïdes. Ça aussi c'est faux. Maintenant, je pense dans la pratique quotidienne, dans ce qu'on fait comme exercice, selon ce type de malade, le combat n'est pas fini car le terrain il est très sucré. Et en fait, je reviens rapidement sur les études, juste pour survoler un petit peu ce qu'a avancé mon ami Si Ahmed. C'est que effectivement, les anti-VEGF sont efficaces dans les études qui sont faites, après plusieurs injections, bien sûr. Et je ne sais pas si on partage les mêmes malades. Les corticoïdes, c'est bien sûr aussi efficace. Et ça suppose un traitement moins astreignant, ça veut dire une injection tous les 6 mois contre une injection tous les mois. Et ce que montrait Constantin tout à l'heure, une amélioration sur l'étude Restore au bout d'une trentaine d'injections sur un certain nombre d'années. Alors, l'étude femme, bien sûr, sur les Libyens qui trouvent juste son indication sur la répétition des injections tous les 3 ans. Maintenant, certes, les indications doivent être très limitées. Alors, je peux dire aussi que les corticoïdes sont très bien indiqués dans l'association avec la chirurgie de la cataracte. D'autant plus que on va voir que le nombre de malades, le type de malades qu'on va traiter, si on peut parler vrai maintenant de la pratique de tous les jours, on va trouver que la majorité des patients, leur diabète est découvert tardivement, qu'après le diagnostic du diabète, les patients ne suivent pas bien le traitement et le régime, et n'ont pas souvent un traitement adapté, notamment des insulinothérapies intensives contre, par exemple, une seule injection de survie qu'on trouve souvent pas mal de patients traités avec. Ont des hypertensions associées qui vont aggraver les œdèmes maculaires. Souvent, ils n'ont pas les moyens pour poursuivre le traitement, donc problème de couverture médicale généralisée. Et souvent, ils ont un âge supérieur à 50 ans et avec souvent un diabète de type non insulino-dépendant. Ce qui se pose dans mon argument, que si on traite ces patients par des corticoïdes, souvent c'est des patients qui ont des cataractes et souvent des patients qui n'ont pas une ischémie associée, au moins dans l'œdème maculaire qu'ils vont présenter, et donc leur indication est tout à fait justifiée par les corticoïdes. Bien sûr, dans l'œdème maculaire associé, je veux dire, et l'œdème maculaire diabétique, bien sûr, comme vous savez, il est souvent associé à un diabète non insulinodépendant et non pas un diabète insulinodépendant. Et si on revient à la physiologie de l'œdème maculaire, on va trouver que dans la macula, il y a une altération, bien sûr, des jonctions intercellulaires, une raréfaction des péricytes, monocytes et cytokines. Ça suppose qu'il y a une composante inflammatoire, certes, et bien sûr, expliquant l'existence des liquides et la composante inflammatoire, ce qui paraît logique de traiter ça avec des anti-inflammatoires. Bien sûr, je commencerai par défendre les corticoïdes, mais d'abord, je dois me libérer de certains arguments qu'a avancé Ahmed concernant les complications des corticoïdes. Certes que l'hypertonie, c'est un problème, mais dans l'expérience de tous les jours, l'hypertonie n'est pas souvent très importante. Souvent, elle est gérée par des gouttes antiglaucomateuses, sinon du Diamox. Rarement dans mon expérience, j'ai été amené à pratiquer des chirurgies fistilisantes pour gérer ces patients. La cataracte, comme j'expliquais tout à l'heure, chez des patients souvent âgés, au-delà de 50 ans, et tout présente chez les patients diabétiques, et bien sûr, parfois, on est obligé de faire les deux comme je vais vous montrer. Alors,
comme je vous ai dit tout à l'heure, que les œdèmes maculaires qu'on voit dans nos consultations, c'est des œdèmes un petit peu avancés, kystiques, intéressant toutes les couches rétiniennes. Que, bien sûr, en réponse, en traitement, par exemple, pour les deux cas que je viens de vous montrer, vous voyez bien la réponse, elle est plus en faveur des corticoïdes, malgré la persistance des petites membranes hyperrétiniennes sur la diapo de droite, qui n'expliquait pas bien au départ, bien sûr, l'œdème maculaire. Pareil, chez les patients que j'ai traités, vous voyez bien la nette amélioration lorsqu'on traite avec des corticoïdes contre l'absence d'amélioration par des anti-VEGF. Dans le même cas, quoique ce cas de droite est une rétine, vous voyez la qualité de la rétine sur le côté gauche, les structures rétiniennes sont conservées et c'est pour ça qu'on a une amélioration assez spectaculaire par un traitement corticoïde. Alors, dans des œdèmes avancés, et c'est un petit peu ce qu'on voit le plus dans nos consultations, les corticoïdes ils ont un effet très bénéfique. Dans les exudats associés à l'œdème maculaire diffus, moi je ne pense pas que les anti-VEGF ont un effet positif sur ces exudats. C'est les corticoïdes qui arrivent à nettoyer les exudats rétiniens dans ce type d'œdème. Alors, dans des cas un petit peu sévères d'œdème, on peut parfois être amené à les traiter par associant des lasers à des évités Kynacorte. Je ne vais pas quand même casser des sucres sur le dos des anti-VEGF pour dire que les anti-VEGF, pour moi, trouvent leur indication dans l'œdème maculaire associé à une rétinopathie diabétique proliférante, comme le cas ici avec une hémorragie secondaire, un saignement néovasculaire, et bien sûr, chez un jeune patient, après le PPR, l'œdème maculaire persiste, une série d'anti-VEGF, une amélioration moyenne, et après une deuxième série, une amélioration spectaculaire. Pour dire que les anti-VEGF sont efficaces, mais dans un cadre plus particulier qui ne représente pas la majorité de nos malades. Le cas particulier les œdèmes maculaires associés à de la cataracte, le traitement peut être, on peut associer la phaco à des anti-VEGF par corticoïdes lorsqu'un malade présente un œdème maculaire traité qui risque de s'aggraver en post-opératoire. Moi, je préconise qu'on peut les traiter à l'avance si on peut, mais sinon, on peut aussi le faire en péropératoire. Alors que l'injection combinée de cataracte et d'anti-VEGF trouve son indication lorsqu'on a un risque de transformation en glaucome néovasculaire chez un patient qui est traité, monophtalme, chez qui on veut assurer la couverture anti-VEGF et contrôler ça ultérieurement par une angiographie. Ici, c'est un patient qui est traité par du corticoïde, amélioration. Après, il présente une cataracte. Sa cataracte est gênante. Vous voyez bien le flocon de corticoïde en bas. Deuxième série, après sa cataracte, et on a une amélioration assez intéressante. Voilà, donc on peut parfaitement faire une phaco après l'injection de corticoïde. Alors, en conclusion, je dirais que les évités de corticoïdes sont plus efficaces que les évités d'anti-VEGF. D'abord, on ne va pas négliger le traitement de l'œdème maculaire qui est un traitement difficile. Ce n'est pas les injections, qu'elles soient de corticoïdes ou d'anti-VEGF, qui vont résoudre le problème. C'est d'abord un traitement d'ensemble, de diabète, des facteurs associés. Et je peux vous dire aussi que l'œdème maculaire diabétique ne se ressemble pas. Donc chaque cas est un cas à part. Alors, pourquoi les anti-VEGF, à mon sens, sont peu efficaces? Parce que, malgré ce qui était avancé dans les études, je veux dire, la vie de tous les jours a montré que la récupération par des séries d'anti-VEGF, dans mon expérience au moins, ne dépasse pas les 20%. Peut-être parce qu'il y a d'autres facteurs associés qui expliquent cette mauvaise récupération. Bien sûr, une série de traitements, ça suppose 3 injections au moins, avec, bien sûr, vous supposez l'aller-retour que ça suppose. Ils sont peu efficaces dans les œdèmes maculaires anciens, associés à des exudats. Et bien sûr, pour moi, ils trouvent leur indication dans l'œdème maculaire des CJ jeunes avec une rétinopathie diabétique proliférante. Les corticoïdes sont plus efficaces parce qu'ils arrivent quand même à améliorer au moins l'OCT, sinon l'acuité visuelle, dans à peu près 50%. Bien sûr, une série de traitements, c'est une seule EVT au moins pendant 6 mois, si on utilise par exemple le Kynacorte ou les Urdex. Et ils sont efficaces sur les œdèmes maculaires anciens avec des exudats.
indiqués dans les œdèmes maculaires réfractaires aux anti-VEGF, alors qu'on a rarement tendance à switcher le traitement d'œdème maculaire diffus par corticoïdes lorsque les corticoïdes ne marchent pas, en passant par des anti-VEGF, on a tendance à compléter le traitement par du laser. Je vous remercie. Merci. Bon, il n'y a pas vraiment d'opposition. Après, c'est difficile. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que l'un marche mieux que l'autre. C'est difficile de dire ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un gros biais de recrutement suivant vos patientèles. Mais c'est dur de dire que les corticoïdes marchent mieux que les anti-VEGF, les anti-VEGF que les corticoïdes. Il n'y a pas d'études vraiment rationnelles qui ont montré ça. Simplement, c'est toujours, il faut adapter son traitement au patient. Et pour certains, c'est sûr, ça sera mieux les corticoïdes et d'autres les anti-VEGF. Mais globalement, on ne peut pas sortir avec le message que les anti-VEGF, les corticoïdes sont mieux que les anti-VEGF. Effectivement, moi, je veux dire, mon constat d'aujourd'hui, c'est un constat, je veux dire, pratique. Comme on est dans les journées pratiques, j'essaye de partager cette expérience. Et je veux dire, il y a une dizaine d'années, j'ai trouvé quand même une déception qui est partagée dans les couloirs avec pas mal de personnes qui traitent les œdèmes maculaires diffus. Et certainement parce que, comme j'ai expliqué, c'est des œdèmes anciens, compliqués, qui datent de longtemps et que les corticoïdes sont plus efficaces. Je ne sais pas si notre ami Siamet... oui, c'est ça. Il y a un biais parce que tu as un recrutement particulier du fait de ton recrutement, c'est sûr. Mais l'important, c'est quand même d'avoir deux molécules qui les traitent. Et quand il y en a une qui ne marche pas, d'essayer l'autre. On a déjà deux alternatives et c'est ça qui est bien. Mais effectivement, je traite dans les séries DVT qu'on pratique, il y a les anti-VEGF et les corticoïdes. Mais j'aurais tendance à changer ma pratique en tendant plus vers les corticoïdes que les anti-VEGF. Bon, là on va arrêter la polémique et puis parler scientifiquement. C'est vrai que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a différents œdèmes maculaires et différents patients. Et donc, quand tu as un patient qui est pseudophaque, les pseudophaques vont probablement avoir des corticoïdes. Les œdèmes maculaires anciens vont très probablement avoir, qui évoluent depuis 1 ou 2 ans, vont probablement répondre beaucoup mieux aux corticoïdes. Les œdèmes maculaires dans lesquels il y a des exsudats, il a été prouvé, même dans les études que tu avais citées, que les corticoïdes étaient plus efficaces. Les anti-VEGF restent dans la fourchette des patients de 50, 40, 50 ans avec un cristallin transparent ou les sujets plus jeunes, où là, réellement, on devrait commencer par les anti-VEGF et éventuellement switcher par la suite. Ce qui se passe pour les anti-VEGF, c'est que le problème, c'est que la vraie vie n'est pas celle des études multimodales. Et donc, le fait de faire 3 ou 4 injections par an, c'est ce que à peu près la plupart, si on fait un tour de table, ce sera probablement ce que font la plupart des gens, est totalement insuffisant pour maîtriser un œdème maculaire. Et donc ça aussi, comme les corticoïdes, je l'ai dit tout à l'heure, sont victimes de leurs effets indésirables, les anti-VEGF sont aussi victimes du fait qu'il y a nécessité, surtout la première année, de faire réellement un traitement intensif tous les mois. Je partage parfaitement. Parfait. Des questions sur d'autres sujets? Je voulais poser une question au professeur Tournaras. Il n'y a pas longtemps, on avait invité un Américain à Marseille pour parler d'angiosité. Et on avait parlé du diabète et il nous montrait des cas cliniques et sur une ischémie proliférante, bien sûr. Je lui ai dit, nous, on fait une PPR. Et il nous avait regardé un peu comme des sauvages en disant, non, mais moi, je ne fais plus du tout de PPR parce qu'avec les anti-VEGF, le long terme, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Avec l'équilibre du diabète, les nouveaux traitements, globalement, il nous disait, il ne faut plus faire de PPR parce que avec les anti-VEGF, vous allez pouvoir les maintenir et vous ne savez pas si dans 5 ans, 10 ans, avec toutes les nouvelles thérapies, le diabète serait bien équilibré et vous allez mutiler en fait vos patients. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir proche, ça? Ça laisse aucun doute que aussi bien le laser que les anti-VEGF sont efficaces pour faire régresser le nerf vaisseau. Il faut savoir que les anti-VEGF, ils ont un effet qui a été publié, vasoconstricteur majeur. Vous avez une forme ischémique de la périphérie ou une forme ischémique du pôle postérieur. Les anti-VEGF sont à risque d'aggraver l'ischémie. L'inhibition du VEGF peut
être obtenu par l'application du laser seulement dans les territoires ischémiques à la périphérie. Et à l'étude américaine, dans la comparaison de deux groupes, plus de 40% des yeux, aussi bien pour les personnes injectées ou celles qui avaient initialement du laser, ont eu besoin d'être traités par un laser complémentaire. C'est pour cette raison qu'on a mis cette recommandation qu'on peut, avec les anti-VEGF ou avec les stéroïdes, stabiliser une anomalie de la barrière hémato-rétinienne qui aggrave un œdème dans une phase initiale, mais dès qu'il y a une ischémie à la périphérie, continuer les anti-VEGF, ça va aggraver l'ischémie et il est préférable de stabiliser ça par le laser. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Je crois qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas donner le message comme quoi il ne faut pas utiliser le laser périphérique chez les diabétiques, parce que en disant qu'on allait mutiler ces patients, c'est pas possible. Clairement là, ça pose problème parce qu'on va perdre ces patients, quoi. C'est ce qu'on avait répondu. On a dit on n'a pas tout à fait les mêmes patients, et c'est sûr que le problème, c'est ceux des perdus de vue. Mais c'était intéressant de voir comment déjà des mentalités commencent à changer, notamment outre-Atlantique. D'autres questions sur le traitement des œdèmes maculaires dans les OVCR? Oui. Excusez-moi. Donc combien de temps tu prends pour faire une angiographie? Si j'ai une OVCR avec des grosses hémorragies laquées, parfois il faut entre 2 et 3 mois pour avoir la résolution des hémorragies. Si je traite par anti-VEGF au départ, parfois j'attends 3 mois, oui, tout à fait. J'attends qu'il n'y ait plus d'hémorragie. Même si vous ne faites pas d'anti-VEGF, vous attendez 2-3 mois? S'il y a des hémorragies laquées périphériques, je fais des anti-VEGF parce que je sais que c'est ischémique, vous voyez. Oui, merci. De toute façon, s'il y a des hémorragies étendues, de toute façon, l'angiographie ne va être d'aucun secours, puisque de toute façon, elle ne va rien montrer, elle ne va même pas montrer. On a cliniquement l'aspect de territoire d'ischémie, mais vous n'allez pas avoir les territoires d'ischémie en angiographie, puis de toute façon, tout est bloqué par le sang. Donc, injecter et puis faire l'angiographie 2 à 3 mois après. Probablement les années à venir, l'utilisation de l'angiographie fluorescénique va vraiment changer complètement son importance. Bien entendu, le bilan initial d'une pathologie vasculaire du fond de l'œil impose de faire une angiographie fluorescénique, pas seulement pour analyser le pôle postérieur, mais aussi pour analyser la périphérie. Et les angiographies fluorescéniques à grand angle, soit avec le système Optos ou des Zeiss ou Heidelberg, sont devenus un examen de base pour l'évaluation initiale. Néanmoins, par la suite, lors de la surveillance qui est recommandée, aussi bien pour les patients avec des occlusions veineuses et les diabétiques, qui est la surveillance chaque mois, je répète, chaque mois, l'angiographie OCT est devenue l'outil que nous utilisons, nous tous, de plus en plus. L'angiographie, le rôle de l'angiographie fluorescénique qui reste à long terme, à mon avis, est l'angiographie à grand angle pour évaluer la périphérie, compte tenu que le pôle postérieur sur de plus en plus de plus grandes surfaces va être parfaitement analysé par l'OCT angiographie. D'autres questions? Oui. S'il vous plaît, quelle place vous donnez au réflexe photomoteur afférent dans la prise en charge des occlusions veineuses centrales? De toute façon, il fait partie de l'examen absolument. Donc. Est-ce qu'il change, lorsqu'il est là, est-ce que votre conduite à tenir change? S'il est absent, s'il est présent? S'il est absent, c'est un signe de plus sur la forme ischémique. De toute façon, ça augmente. C'est un faisceau d'arguments au début de l'examen du fond d'œil, de l'acuité visuelle, du réflexe photomoteur. Ce sont tous des arguments que vous réunissez pour dire si c'est une forme à prédominance ischémique ou bien perfusée. Et c'est un des arguments de plus. Ce n'est pas sur un réflexe photomoteur que l'on va baser toute la thérapeutique, mais c'est un des arguments parmi les autres.
Oui, alors, je voudrais juste intervenir dans le même sens. Alors, l'apport de l'angiographie dans les occlusions veineuses centrales, je trouve que c'est plus intéressant lorsqu'il y a des petites hémorragies disséminées un petit peu partout. On va avoir une idée sur le retard, sur le diagnostic d'abord, le retard de remplissage veineux, etc. Pour évaluer l'ischémie rétinienne, est-ce qu'elle touche la macula ou pas? Ça, c'est intéressant. Quand on a des hémorragies étendues, des nodules cotonneux, à mon avis, l'angiographie ne sert à rien au début. L'OCT et l'analyse clinique, elle vient d'être soulevée par notre confrère, comme l'a décrit M. Ayré, c'est l'analyse du réflexe photomoteur, c'est l'acuité visuelle de départ et même un ERG qui peut être altéré dans certains aspects, qui témoigne de l'ischémie réelle. L'ischémie, c'est un phénomène qui se passe à l'état moléculaire, à l'étape moléculaire, et non pas ischémie veut dire exclusion de territoire rétinien. On peut avoir une forme bien perfusée angiographiquement, mais sur le plan de l'oxygénation de la rétine, il y a une ischémie, il y a une atteinte sévère. Alors là, c'est l'intérêt de bien analyser, de bien faire un examen clinique avec l'acuité de départ, le réflexe photomoteur et même un ERG, et puis on peut classifier cette occlusion veineuse même comme forme ischémique, même si elle nous paraît sur l'angiographie comme forme perfusée. Je trouve que c'est une nuance à faire. Sur cette dernière réflexion, on passe à la session suivante, puisqu'on a déjà du retard.